À la une ce soir, les Préchotins ont fait entendre leur voix aujourd'hui à la CTM. Ils se sont rendus sur place pour réclamer des garanties pour leur permettre de faire face au lard dans leur commune. Avec leur maire en chef de file, ils ont été reçus par Daniel Marie-Sainte et obtenu satisfaction. Le ministre de l'Action et des Comptes publics est en visite en Martinique. Gérald Darmanin a assisté à un exercice en mer pour se rendre compte de nos moyens en matière de lutte contre le trafic. Il a annoncé plus de soutien pour l'année 2018. Annick Girardin, quant à elle, est actuellement en visite en Guadeloupe. Elle a fait le tour des infrastructures de Pointe-à-Pitre. Objectif, mettre en place des projets de rénovation urbaine. Et puis, nous parlerons culture dans notre JT des communes. Victor O présentera demain soir son nouvel album, Suite 101. Nous avons assisté aux dernières répétitions avant son concert de demain soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Ils ont tout fermé dans leur commune et se sont rendus au siège de la CTM pour faire entendre leur voix. Les habitants du Prêcheur ont formé un convoi en opération Molokoï pour faire comprendre leur détresse quant aux fréquentes coulées de boue qui paralysent leur activité. Avec pour chef de file leur propre maire, Marcelin Nadeau, ils ont été reçus par Daniel Marie-Sainte, élu en charge des infrastructures au sein de la CTM. Reportage de Louis Sabès. Le président de multiples courriers auxquels il ne répond pas. Le président a refusé le principe d'une réunion, il ne faut pas dire n'importe quoi. Passe d'armes devant des grilles fermées entre Marcelin Nadeau et Yann Monplaisir autour des sollicitations du président de l'exécutif de la CTM. Qui nous le démontre aujourd'hui. Mais oui, c'est du n'importe quoi. On est venu pacifiquement. Les Préchotins, édiles en tête, viennent réclamer des réponses de la collectivité territoriale quant à la sécurisation des coulées de lard qui touchent leur commune. Aucune réponse à tous les courriers que nous avons adressés au président du conseil exécutif de la CTM, et ils sont nombreux, alors que il y a un danger qui pèse sur notre population, à travers un déficit de moyens de curage, à travers une pierre, une énorme roche qui est dans le lit de la rivière et qu'il faut absolument enlever, et nous ne sommes pas entendus. Mais l'accès de la CTM leur reste interdit. Montée de tension. Certains dénoncent l'attitude insultante du premier vice-président de l'Assemblée de Martinique. Mon plaisir qu'a joué nous au Parlement où tout joué. Une colère justifiée pour ces Préchotins levés aux aurores et qui ont parcouru 45 km en opération Molokoï pour se rendre à la CTM. Ginetta fait partie de cela. Dans sa commune, les lards continuent de couler. Alors, avec les dizaines d'autres manifestants, elle est venue faire part de ses craintes aux élus réunis à Plateau-Roi. Mes parents, ils ont 83 et 84 ans. Ils habitent à la cité Pouilly. Ils sont menacés par la rivière. Ils sont stressés. La sirène retentit à n'importe quel moment. Il faut être là avec eux parce qu'ils ne sont pas bien. Ils ne dorment pas. Surtout ma mère et mon père. Ils sont pas bien. Il faudra attendre 1 heure avant qu'une délégation ne puisse accéder au bâtiment. Reçus par Daniel Marie-Sainte, les discussions dureront 3 heures. Pour à la sortie, voir le sourire sur le visage des Préchotins qui ont participé à la réunion. Sur la question du marché de curage, nous avons été rassurés parce que ce marché sera effectivement prolongé et visiblement les moyens seront renforcés. S'agissant maintenant de la roche qui reste dans le lit de la rivière, donc visiblement une entreprise a été choisie, les contacts sont pris, mais nous attendons des informations relatives au délai d'exécution. Et puis reste un point, la question de l'application de la convention entre la commune et la CTM. Sur cette question-là, donc le conseiller exécutif Daniel Marie-Sainte, qui représentait le président Marichane, s'est engagé donc à faire remonter notre demande. Nous avons passé commande à une autre entreprise avec laquelle nous avons un marché, et dans le montant maximum que le marché prévoyait, 50 000 €. Donc il n'y a pas qu'une entreprise qui intervient, des moyens là sont mis. Enfin entendu, les habitants du Prêcheur ont donc eu l'assurance de la poursuite du soutien de la CTM dans cette épreuve. Reste maintenant à gérer le stress des alertes et des coulées de boue qui interviennent à n'importe quelle heure de la journée. Pendant ce temps, le ministre de l'Action et des Comptes publics assistait ce matin à un exercice de démonstration d'interception en mer. Une occasion de faire le point sur nos moyens en matière de lutte contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin en a profité pour faire quelques annonces pour l'année 2018. Voyez ces explications de Johan Boulard. Ceci est bien un exercice. Une saisie de cocaïne à bord d'un Go Fast.
Une démonstration de force et de coordination des services. Objectif, assainir nos eaux, aujourd'hui autoroute des narcotrafiquants, et étouffer dans l'œuf le trafic outre-Atlantique. On est très proche des lieux de production, des lieux de transformation. Et tout ce qui est fait ici, pas seulement la douane, la douane avec la marine nationale, la douane avec la gendarmerie, sous l'autorité du préfet, c'est extrêmement important pour, c'est ce qu'on appelle le bouclier chez nous, stopper le plus tôt possible les trafics, parce qu'ici on sait que c'est un endroit très important pour les trafics qui viennent jusqu'en métropole. Et en Europe, cellules de renseignement, hélicoptères, commandos embarqués, des moyens qui existent aussi dans les îles voisines, Saint-Martin et la Guadeloupe. En charge des douanes, le ministre Gérald Darmanin a pris la mesure de cette guerre ouverte et annoncé des moyens supplémentaires. Des moyens aéroportuaires, mais aussi parce que nous avons en face un enjeu pour les douanes françaises, qui sont notamment l'enjeu du Brexit. Alors c'est vrai que c'est notamment pour les Hauts-de-France et pour la région Normandie et la région Bretagne, mais aussi pour les Antilles. Autre mesure, l'augmentation des effectifs, plus 200 emplois à temps plein, pour tenter de faire face à ces cartels dotés parfois d'outils à la pointe de la technologie. Pas simplement une question d'équivalent temps plein d'hommes ou de femmes, c'est aussi effectivement le big data, les algorithmes, la façon dont on doit être plus fort que les voleurs, si je veux dire, dans les techniques. Et ça, effectivement, pour la première fois, Bercy va s'en occuper avec des services dédiés et des moyens informatiques dédiés. Un accent particulier également mis sur le renseignement, qui aurait permis d'augmenter le nombre de saisies douanières. En 2016, 2,7 tonnes de produits stupéfiants saisis, un chiffre en hausse par rapport à 2015. Plus tard, dans l'après-midi, le ministre a tenu un point presse pour faire le bilan sur sa visite. Il a abordé l'objet de son entretien avec le président du conseil exécutif de la CTM, Alfred Marie-Jeanne. Le budget de la collectivité sera soumis à un contrat avec l'État. Voyez ces précisions face à la caméra de Johan Boulard. Ce que je comprends du président Marie-Jeanne, c'est qu'il a une volonté constructive de travailler avec l'État en signant la contractualisation financière avec l'État et en accompagnant un certain nombre de projets, même s'il a des demandes particulières comme l'octroi de mer qu'il faut améliorer ou comme l'accompagnement financier de sa collectivité. Et donc j'ai chargé M. le Préfet, M. le Directeur des douanes de travailler pour que pour le mois de juin, ils me rendent les conclusions de leurs négociations avec M. le Président et que je puisse les conclure, si j'ose dire, et nous mettre d'accord sur cette contractualisation et sur l'amélioration des relations entre l'État et le Conseil exécutif. L'État, au lieu de diminuer les dotations aux collectivités locales, a choisi de leur demander de ne pas augmenter de façon trop importante leurs dépenses publiques. Pour cela, il faut se mettre d'accord sur un montant de dépenses avec chacune des collectivités locales. Et c'est le contrat qui va nous lier entre chacune des collectivités les plus importantes, celles qui ont plus de 60 millions d'euros de budget de fonctionnement, et l'État. Et vous l'avez vu, cette interview a été réalisée à l'aéroport. Gérald Darmanin s'est envolé pour la Guadeloupe ce soir. Justement, en Guadeloupe, une autre visite ministérielle pour sa deuxième journée dans l'île Sœur. Annick Girardin s'est rendue à Pointe-à-Pitre pour parler de rénovation urbaine. Elle a donc visité plusieurs sites de la commune comme le Grand Marché. Voyez ce reportage d'Yvan Lemar. Après un passage par les abîmes, Annick Girardin s'est rendue à Pointe-à-Pitre afin de découvrir différentes opérations de rénovation de quartier. Première étape, le Mela-Manréo, réhabilité dans le cadre de l'ANRU. La rénovation urbaine est extrêmement importante parce que c'est une question de cohésion sociale. D'abord, c'est aussi une réponse qui doit être apportée aux jeunes qui vivent dans ces territoires et qui doivent pouvoir trouver dans ce cadre-là les accompagnements nécessaires en termes d'accompagnement éducation, associatif, formation, mais aussi donner l'envie de créer, donner l'envie d'innover. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Au-delà, effectivement, du logement, qui est une priorité du ministère des Outre-mer. Vous savez qu'il y a la ligne budgétaire unique pour laquelle les élus des territoires d'outre-mer se battent depuis très longtemps pour la préserver et qui est un élément important de la politique du ministère. Et j'en vois ici l'utilité. Lors de cette visite, la ministre a rappelé l'existence de certains dispositifs pour soutenir ce type de projet. Il y a un nouveau dispositif, Cœur de Ville, qui va être lancé dans le cadre de la loi logement dans les semaines à venir. Et je me bats pour qu'il y ait
une, voire deux villes d'outre-mer dans les 12 qui seront retenues, de manière à ce qu'on montre cette possibilité aussi de réhabilitation d'un centre historique, qu'on protège de le patrimoine, en même temps qu'on y remette de l'activité économique, parce que c'est essentiel. Et dans les aides économiques que je suis en train de repenser, de revoir, c'est aussi avec cet objectif de dire le développement touristique passe aussi par une rénovation des centres-villes attractifs où on retrouve des activités commerciales, touristiques, de manière à ce que le tout puisse positionner la Guadeloupe dans les Caraïbes comme une destination touristique de qualité. Durant la matinée, la ministre a pu visiter le nouveau quartier autour de l'école Raphaël Jolivière et le port de pêche. Le projet de destruction des tours de la Gabarre lui a aussi été présenté. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons en Guyane qui accueille enfin son premier restaurant universitaire. La structure a pour but de permettre aux étudiants de se restaurer à des tarifs plus compétitifs. Et puis nous ferons un point sur les manifestations sportives à venir ce week-end. À suivre donc l'agenda du sport. Mais en attendant, parlons d'un Guadeloupéen qui se fait remarquer de façon très positive dans l'émission Top Chef qui est actuellement diffusée sur M6. Thibaut Barbafieri n'est pas vraiment un débutant dans le métier puisqu'il est chef à domicile dans l'Île-Sœur et il a obtenu le coup de cœur du jury et des internautes. Les émissions ayant été enregistrées à l'avance, il est déjà de retour en Guadeloupe et il a cuisiné personnellement devant la caméra de la chanceuse Anne-Elisabeth Artsen. Regardez. Candidat encore en liste de la célèbre émission culinaire Top Chef, c'est à Saint-François que Thibaut, jeune chef natif de la cité phocéenne, a posé ses tabliers depuis 3 ans où il entretient avec ses fournisseurs de produits locaux un véritable partenariat. Depuis 2 ans, Thibaut est vraiment fidèle, il a trouvé beau les légumes, tout quoi. Je suis agriculteur et j'ai mes produits et je travaille avec les autres producteurs pour qu'on puisse passer du producteur au consommateur et comme ça on a les meilleurs prix du marché. Tout ce que j'aime en fait c'est vraiment me lever le matin et décider de mon menu au marché avec voilà, une feuille blanche et en fonction des produits. Donc je travaille qu'avec les produits locaux. C'est vraiment ce que j'aime parce qu'en fait du coup je découvre un peu chaque jour des nouveaux produits. Je vais toujours dans des petites épiceries pour aller voir vraiment le truc le plus local possible. Alors je découvre vraiment des trucs tout le temps et du coup voilà c'est le bonheur pour moi. J'ai rien de prévu chaque matin et le soir j'ai un nouveau menu en fonction vraiment de la demande. Après avoir sélectionné avec minutie ses ingrédients, Thibaut rejoint le domicile de ses clients où il commence par aiguiser ses couteaux pour sublimer ses produits. Je découvre vraiment toujours des trucs nouveaux. Je demande beaucoup de conseils aux locaux, toutes les mamies de mes collègues là, qui me donnent vraiment les astuces, les cuissons, tout ça. Et puis les assaisonnements, j'apprends beaucoup à travailler avec les épices, les marinades. J'ai commencé avec très peu de clients, mais beaucoup de locaux finalement. Et du coup, vraiment, que ma cuisine elle plaise aux locaux, ça m'a vraiment rassuré. Comme quoi, voilà, c'est moi qui dois m'adapter à leur palais. Et maintenant, je me sens un petit peu local de plus en plus, chaque jour plus. Parce que voilà, vraiment, je travaille que des produits d'ici et j'essaie vraiment de mettre en valeur un terroir qui est magnifique. À 26 ans, ce jeune chef a pris le parti de partager à domicile sa cuisine méditerranéenne, épicée aux saveurs locales, pour le plus grand plaisir de ses amateurs de bonne cuisine. Et bon appétit si vous passez à table. Partons maintenant en Guyane qui, je vous le disais, accueille son premier restaurant universitaire. Une structure qui permettra aux étudiants du territoire de se restaurer à des tarifs réduits et qui correspondent mieux à leur budget. Gaël Wassim assistait à une inauguration gourmande et surtout bienvenue. Regardez. Ils sont affamés. Les étudiants de l'Université de Guyane pourront désormais se restaurer au sein du nouveau restaurant universitaire situé au campus de Troubiran. À l'image d'Eli, étudiant en 2e année de droit. Le resto ouvre à 11h30 et ensuite on fait la queue et on nous sert le plat du jour. Ça coûte combien? 3,25 € pour entrée, plat, dessert. C'est vraiment abordable. D'accord. Et comment tu faisais avant qu'il y ait le resto justement? Avant, donc, soit on mangeait à la cafétéria parce que la cafétéria, mais c'était tous les jours le même menu, donc c'est-à-dire des frites. Ou sinon on avait l'option d'aller à la boulangerie Victor Martin
ou sinon au stand qu'il y a au stade Bajuel. C'était les 3 options en général pour les étudiants. 3 ans après l'ouverture de l'Université de Guyane, la création d'espaces de vie universitaire se faisait largement attendre. C'est beaucoup mieux ici. C'est vrai que on peut toujours prendre des repas très gras si on veut, puisqu'il y a beaucoup de choix. On peut prendre que des frites, mais on nous propose des légumes, du poisson, on nous propose des choses assez variées. Et pour le prix, c'est vraiment très raisonnable. Quand on sait qu'au Chinois, c'est 5 € pour juste du riz cantonné, bon, ici, c'est quand même vachement plus sympa. Ayant la capacité de servir 1000 couverts par jour au plus fort des jours d'affluence, ce restaurant reste accessible à tout le monde. Ce restaurant est ouvert bien sûr au personnel de l'université, mais au personnel aussi du rectorat et au personnel de toutes les administrations. Alors le repas pour le personnel en revanche c'est de 6,50 €. Le service social de ces 2 organismes va contribuer à diminuer le coût par agent. C'est-à-dire certains agents vont payer 5 € et d'autres 4,50 €. Quand je parle d'agents, je parle des enseignants et bien sûr le personnel administratif. Un nouveau pas vers la fonctionnalité, l'université de plein exercice a passé un cap historique. Tout à fait, c'est un moment historique pour la région, mais surtout pour l'université et tous les étudiants de Guyane. Parce que c'est un équipement dont on avait besoin et qui permet à notre campus d'être complètement fonctionnel. On doit continuer à construire les espaces physiques, à apporter de nouveaux services aux étudiants, à apporter de nouvelles fonctionnalités. Et le restaurant universitaire sert à ça. Plusieurs projets sont d'ores et déjà dans les fourneaux de l'administration universitaire. En tout état de cause, les étudiants guyanais ne resteront pas sur leur faim. De retour en Martinique et place au sport avec l'agenda des manifestations prévues ce week-end. Il y aura les dernières qualifications du Martinique Surf Pro, au programme également du cyclisme avec la 2e manche du Grand Prix de la CTM et puis en sport collectif les quarts de finale de la Coupe de Martinique de basket. Voyez les précisions de Caril Chassol. À 2 semaines du grand rendez-vous du Martinique Surf Pro, les dernières wildcards donnant un accès direct à la compétition pour les non-professionnels seront attribuées ce week-end. Demain et dimanche, entre 14 et 17 h, 12 surfeurs s'affronteront sur la plage des surfeurs à Tartane. Autre temps fort du week-end, nos cyclistes seront sur le circuit de Pelletier au Lamentin demain à partir de 14 h. Ils y disputeront la 2e manche du Grand Prix de la CTM, au menu 97 km 500. A noter que les autres catégories, des minimes aux féminines, se retrouveront sur ce même circuit dimanche 14 h. Sport collectif, en football, la 17e journée du championnat de Régional 1 débute ce soir 20 h par 3 rencontres, dont le choc Golden Lion Club franciscain à Saint-Joseph. Le match Samaritaine Club Colonial vaudrait également le déplacement au Monde des Es. Enfin, la 3e rencontre opposera à Pierre-Aliquer le Good Luck au RC Rivière Pilote. Demain 16 h, 4 matchs refermeront cette 17e journée de Régional 1. A noter qu'en futsal, dimanche à compter de 8 h 30, se déroulera la 9e journée du championnat au hall de Corridon. En basket féminin, début ce soir 20 h des quarts de finale de la Coupe de Martinique. L'Éclair sera opposé au Black Star au Palais des Sports de Rivière-Salée. Demain, 20 h à Trinité, la Gauloise affrontera le SC Lamantinois. Chez les hommes, demain 20 h, 2 matchs, US du Coussez Wax au Saint-Esprit et Golden Lion à Arsenal à Saint-Joseph. Les autres rencontres auront lieu la semaine prochaine. En handball féminin, la 14e journée du championnat de pré-national débute ce soir. Tout d'abord à 20 h, Entente AS Bondizès Gauloise Club Sport au Palladium de Sainte-Marie et Étoile de Gondo USC Citron au Palais des Sports du Lamentin. Puis à 20 h 30, UJ Redoute Réveil Sportif à Corridon. Suite de cette journée demain avec 2 rencontres à 19 et 20 h. Chez les hommes, 2 matchs sont prévus ce soir, 20 h 30, Éveil de Caramel ASC Dino Dubout au Lorrain et Gauloise ASC Ducos à Trinity. Une rencontre aura lieu demain, 20 h 30. En volleyball féminin, la 16e journée du championnat d'excellence débute demain 19 h et se clôturera dimanche 8 h. Chez les hommes, la 17e journée débute demain 19 h et se refermera dimanche à partir de 10 h. Enfin, en tennis de table, le 4e tour du Critérium fédéral débute ce soir et se terminera demain, 18 h 30. Timamai Patiwash, c'est le nom des ateliers proposés par l'agence d'ingénierie culturelle du jeune public. La terre est bleue comme une orange. Notre invité va nous expliquer le concept. Il s'agit de la responsable de la structure, Joanne Juston. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous proposez des ateliers qui sont animés par des journalistes de chez nous tous les samedis matins. Expliquez-nous déjà le principe des ateliers.
Alors, les ateliers Timon Maipati Wash reposent sur une idée toute simple, qui est qu'on peut parler de choses sérieuses tout en s'amusant. En fait, les enfants donc, ont la possibilité de comprendre en réalité tout. Simplement, il faut avoir la bonne approche et les bons outils. Et en fait, les ateliers Timon Maipati Wash, c'est exactement ça. Comprendre le monde dans la bonne humeur, assis sur un coussin, en rigolant avec des copains, et puis un jus à la main. Alors justement, comment est née l'idée? Alors l'idée simplement, quand on regarde un peu autour de soi, on voit qu'il y a des enfants qui connaissent un certain nombre de choses, qui entendent un certain nombre de choses et qui ne savent pas forcément exactement comment en parler ou comment les comprendre. Donc l'idée, c'est de les accompagner dans ces moments-là, en relais des parents, pour simplement qu'ils puissent comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Donc là, ils vont avoir des interlocuteurs qui sont en fait les personnes qui vont animer les ateliers, qui connaissent leur métier, qui ont une expérience, qui savent de quoi ils parlent et qui, en plus, aiment les enfants. Donc les enfants vont être mis dans des situations dans lesquelles ils vont pouvoir parler en rigolant, dans des cursus un peu d'apprentissage, de sujets d'actualité, de morale, de philosophie, de jardinage et aussi de ce qu'ils ressentent. Ils vont pouvoir expliquer ce qu'ils comprennent du monde, apprendre à discuter, forger leur opinion et puis je pense aussi nous apprendre énormément de choses. Alors, le premier atelier est programmé ce samedi. Il sera animé par notre confrère Bertrand Caruge. Est-ce que vous savez déjà les thèmes qui seront abordés ce samedi? Alors non, pas de thème décidé à l'avance, puisqu'en fait, les ateliers sont interactifs. Donc, les enfants vont simplement se retrouver autour de Bertrand Caruge, qui va un peu sonder, leur demander ce qu'ils ont retenu de l'actualité. Et en fonction de ce qu'ils vont livrer, ils vont à ce moment-là se mettre à discuter, à apprendre un peu à démêler ce qu'ils ont compris, le vrai du faux, et échanger dans la bonne humeur. Donc en fait, c'est ça l'atelier du matin. Et dans l'après-midi, voilà. Il y a atelier goûter philo. J'imagine que c'est une combinaison de goûter et de philosophie, c'est ça? Exactement. Le principe, de toute façon, c'est quelle que soit la matière, la discipline abordée, c'est toujours la convivialité. On n'est pas du tout dans un cadre scolaire, on n'est pas du tout dans un atelier où il y a un apprenant et des disciples. On est vraiment dans la discussion, dans l'échange. Donc là, on a un atelier qui est animé par Taha François, qui est coutumière des débats citoyens et qui va donc discuter avec eux, pareil, sur une thématique qui va émerger en début d'atelier. Et donc, ils vont aborder des notions qui peuvent aller du respect de soi, la liberté, qu'est-ce que le partage. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aider les enfants à construire un certain sens critique, puisqu'on est dans un monde toujours immergé dans beaucoup d'informations. Et il faut qu'ils apprennent, en fait, à comprendre qu'il y a plusieurs vérités, qui peuvent avoir une vérité qui est la leur, et que cette vérité n'est pas forcément un motif à ce qu'ils se disputent, par exemple, avec le voisin. Alors, ce sont des ateliers accessibles de quel âge à quel âge déjà? Et est-ce qu'il faut que les enfants aient déjà un intérêt pour l'actualité, ou on peut se dire on invite notre enfant à y participer, même si pour l'instant, enfin, on a l'impression que ça n'intéresse pas du tout? Comment ça se passe? Alors, dans l'ordre, les ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 5 ans. Après, ça va dépendre des disciplines, puisqu'il y a 5 disciplines différentes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde chose, c'est 5 ans jusqu'à quel âge? 5 ans, on va rester sur le premier degré. Donc, en fait, c'est 5 ans jusqu'à 12 ans, grosso modo. Votre seconde question, c'était de savoir s'il faut que les enfants aient déjà un intérêt pour l'actualité ou la philo, ou est-ce qu'on peut on peut faire notre enfant participer justement pour lui proposer de s'y intéresser? Alors en fait, ce n'est pas du tout des ateliers élitistes, ce sont justement des ateliers qui se veulent accessibles à tous. Et on est très surpris de se rendre compte qu'en fait, les enfants ingurgitent énormément d'informations et qui ne sont pas du tout neutres. Donc les enfants n'ont pas besoin ni d'être intéressés par une discipline ou d'avoir montré un goût particulier pour les belles phrases, les livres. En fait, non, il s'agit simplement de dire à un moment donné, les enfants sont des éponges, ils entendent plein de choses. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir remettre un peu d'ordre dans leurs esprits,
sans pour autant que ce soit quelque chose de, je dirais, austère, puisqu'il faut que ça reste quand même un moment de plaisir. C'est vraiment ça l'idée. Donc d'où l'idée du goûter, etc. Donc en fait, les enfants vont discuter ensemble, vont rigoler, vont s'amuser, confronter leurs idées. Ça, c'est pour les ateliers qui ont lieu demain. Après, il y a d'autres ateliers, puisqu'on a un atelier de communication bienveillante qui aide les enfants à travailler sur des notions d'estime de soi, de confiance en soi. On a un atelier qu'on pourrait improprement appeler un atelier de morale, où les enfants vont apprendre un peu ou réapprendre, redécouvrir qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct. Ou bien un atelier de jardinage et d'éveil à la botanique. D'accord, donc on rappelle avant de terminer que le premier rendez-vous c'est ce samedi à 10h, à partir de 10h, c'est ça? Oui. Animé par Bertrand Carouge, et puis chaque samedi il y aura de nouveaux intervenants et il suffit de se connecter sur votre page Facebook. Exactement. Pour avoir les détails, c'est La Terre est bleue. Comme une orange. Alors, il faut quand même préciser que pour la première, en fait, nous ne sommes pas au parc de Tivoli, puisque les 2 rendez-vous ont lieu chez Paul, route de Didier. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Allez, ATV reste tout proche de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. L'artiste Victor O sera sur scène demain soir au Tropicatrium, un grand rendez-vous pour présenter son nouvel album baptisé Suite 101. Hubert Bornil et Valérie Vincent ont assisté aux dernières répétitions. Regardez. Le studio Bête à Fait derrière cette porte, Victor O et tous ses musiciens, les mêmes musiciens que vous allez retrouver samedi soir à l'Atrium pour la présentation de l'album Victor O. C'est parti. Let me love you. Mamzella, ce titre est déjà sur toutes les lèvres, un morceau extrait de l'album de Victor O sorti il y a tout juste 8 mois avec la participation de l'artiste Banja originaire de La Réunion. Pour ce concert de l'Atrium, Victor O sera accompagné de ses amis du Black Nova Band, tous des pointures. En tout, 2 heures de plaisir avec l'intensité musicale qu'on lui connaît. On va présenter bien sûr tous les morceaux que les gens aiment et veulent, mais on aura 5-6 nouveaux titres du nouvel album pour leur donner la nouvelle direction, la nouvelle atmosphère de cet album qui s'appelle Suite 101. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Suite 101. C'est un nouveau spectacle, on revoit les arrangements qu'on faisait habituellement sur les morceaux anciens et on joue pour la première fois les nouveaux morceaux, donc ils doivent prendre une patine live, donc c'est ça qui est la complexité de la répétition. J'ai choisi de faire un temps de répétition un peu plus long que d'habitude. Séance de répétition assez studieuse pour la mise en place du spectacle que Victor O va nous proposer samedi à l'Atrium avec la présentation bien sûr de tous ces nouveaux albums. Il y en a 11 sur le CD. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang ce week-end. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur la place de la Savane au bourg de Rivière-Pilote. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, Sotzasav en Tchèpia. A tout de suite.